À nouveau, bonsoir chers amis. Donc pour la deuxième partie de l'émission Le Journal de la Résistance française. Donc ce soir à nouveau rebelote, comme il y a 2 mois, mais là on n'aura qu'1 heure et demie pour traiter de l'actualité de Céline. Alors on me dirait que c'est peut-être pas bien choisi en cette période de crise économique et financière, mais enfin il faut jamais hésiter à se faire plaisir. Et en plus, je pense que on verra que Céline reste toujours d'actualité. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Marc Laudeloup, qui était déjà là il y a 2 mois, qui est directeur du Bulletin Célinien, qui vient de fêter son 300e numéro, le seul mensuel consacré à un écrivain. En tout cas francophone, je sais pas dans le monde s'il y a d'autres bulletins. Je crois dans le monde, oui. Bon. Je crois être le seul, en toute modestie, à éditer une revue mensuelle sur un écrivain. Voilà, et donc 300 numéros. Oui. Et donc dans le dernier numéro, donc on fêtait le 300e numéro, c'était amusant parce que vous demandiez si vous pourriez tenir aussi longtemps, etc. Enfin c'est bon, et on voit qu'il y a toujours de nouvelles choses à découvrir, comme on va le voir ce soir. Alors, vous sortez cette semaine, on peut le dire ? Oui, ça vient de sortir. Voilà. Donc, un livre donc aux éditions du Bulletin Célinien de Franz Rüttger Hausmann, on redonnera les références tout à l'heure, qui s'appelle Louis-Ferdinand Céline et Karl Epting. Donc c'est un ouvrage de 150 pages, bien réalisé, et qui comprend un certain nombre de lettres de Céline à Karl Epting, plus des réponses. Enfin, vous allez nous expliquer une introduction. Donc c'est un petit peu les relations, on pourrait dire, avec son meilleur ami allemand. Voilà, oui. Il faut savoir que les Allemands, c'est-à-dire en l'occurrence les nationaux socialistes, n'aimaient pas Céline. La plupart des Allemands, malgré des convergences idéologiques, n'appréciaient pas Céline. Les Allemands sous l'occupation, les écrivains qu'ils appréciaient, c'était Giraudoux, Claudel, Monterland, mais en aucun cas Céline, pour différentes raisons. Et l'exception qui confirme la règle, c'est Karl Epting, qui était, il avait 10 ans de moins que Céline, et c'est le seul Allemand national-socialiste, encore qui n'était pas vraiment un fanatique, contrairement à d'autres qui étaient à Paris à ce moment-là. Mais c'est le seul Allemand qui avait une grande admiration pour Céline. Hein. Il fait vraiment exception à la règle. Et sous l'occupation, il dirigeait l'Institut allemand. Donc de 40 à 44, et il connaissait Céline déjà avant-guerre. Il avait, comment dirais-je, lu Voyage au bout de la nuit au moment de la parution en 1932, et il avait une très grande admiration pour Céline. Il avait rencontré même Céline en 1937 à Paris. Et sous l'occupation, évidemment, il a des fonctions importantes au point de vue culturel. Il dirige l'Institut allemand. Il est en relation avec beaucoup d'écrivains. Et dans le bouquin qui vient de paraître, donc qui s'appelle Louis-Ferdinand Céline et Karl Epting, on publie l'ensemble des lettres que Céline lui a adressées sous l'occupation, mais aussi après la guerre, parce que Epting a gardé des relations avec Céline après la guerre. Voilà, donc on va on va regarder ce livre tout à l'heure, et j'ai également le plaisir de recevoir David Alliot, qui nous avait fait la gentillesse de venir il y a 2 mois, qui avait alors publié Céline à Beson. Tout à fait. Voilà. Et qui récidive aujourd'hui avec François Marchetti, que je remercie également d'être présent ce soir, qui sort un très très joli livre qui s'appelle Céline au Danemark, 1945-1951, aux éditions du Rocher, et qui est préfacé par Claude Duneton. Tout à fait. L'amateur des mots rares et précieux. Et du beau français. Donc c'est un livre superbe, hein, on peut même dire que c'est un genre de cadeau de Noël idéal. C'est un beau livre avec voilà. une iconographie abondante, dont avec de nombreuses images inédites qui ont été retrouvées par François, entre autres. Voilà, et il y a des très belles photos, bon c'est bien imprimé, c'est des tirages de qualité. Tout à fait. C'est un beau livre. Et donc ça retrace toute l'aventure de Céline au Danemark. Tout à fait. Voilà. Bon, donc on va attaquer le vif du sujet. Donc qu'est-ce qui restait encore à découvrir sur Céline au Danemark ?
Et après votre travail, parce que vous avez l'habitude d'essorer, de pressurer le jus quand vous passez à un endroit, est-ce qu'il y aura encore quelque chose à découvrir sur Céline Rothenmark après votre ouvrage? Là, je vais laisser un peu la parole à François. Alors, effectivement, en grattant, on peut encore trouver des choses. Les ouvrages généraux, survolent une période. C'est vrai qu'en s'attelant sur une période très précise, on peut encore trouver des choses. Là, effectivement, François est peut-être plus, comme il vit à Copenhague, est peut-être plus à même de nous dire ce qu'il en est. Oui, bien sûr, il y a toujours du nouveau à découvrir et quelquefois, ça se fait un peu par hasard. Une des maisons où Céline a habité a été transformée en fondation. Ça s'appelle maintenant la Fondation Mikkelsen. Et ma femme et moi, nous y passions quelques jours en septembre. Et un jour, imaginez une très belle maison à colombage, toit de chaume, dans un cadre absolument superbe. Il n'y a rien à voir avec la toundra décrite par Céline. Au contraire, c'est un milieu champêtre tout à fait intact, avec beaucoup d'animaux. Enfin bref, c'est un lieu quasiment idyllique, comme il est dit dans le livre. Sauf peut-être en hiver, mais ça nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, ce qui se passe ce jour-là, c'est que nous sommes dans la maison, il est 10 heures à peu près, et nous voyons une voiture qui s'arrête sur la pelouse. La maison se trouve dans une espèce de grand parc, protégé de la mer qui est à 200 mètres par un rideau d'arbres, et nous voyons accéder une voiture, une petite voiture. En descend un très vieux monsieur qui marche avec beaucoup de difficultés, qui vient vers nous et qui nous dit, je connais bien cette maison, j'ai bien connu l'avocat qui habitait ici, oui monsieur, oui. Et voyez-vous, j'étais là pour les noces d'argent de maître Thorvald Mikkelsen. Ah, je dis, ah bon, et je suis le seul survivant. Et alors, je vais vous dire une chose. Alors, entre-temps, nous l'avions fait entrer dans la maison, qui a été restaurée, ce qu'il admirait beaucoup. Et alors, il nous dit que les agapes, à l'occasion de cet anniversaire, ont duré 3 jours. Et il m'a dit, pendant ces 3 jours, je suis tombé amoureux de la femme du ministre de l'Éducation nationale, Arvid Frisch, qui a laissé un grand nom dans l'histoire danoise, par le fait même qu'il était un grand réformateur de la langue danoise, en 1948. Ceci était en 1944. Je suis donc tombé amoureux de cette charmante femme, et je lui ai déclaré ma flamme. Je dis quasiment en présence de son mari. Oui, justement, j'étais un jeune homme fougueux, une espèce de jeune étalon. Elle me dit, ah bon non, cher monsieur, non, je suis très amoureuse de mon mari, non, mais j'ai une fille que j'aimerais bien vous présenter. Ah, bon, très bien. Elle lui présente sa fille, et c'est devenu la femme de ce monsieur. Alors, il nous a laissé son nom, sa carte, il est reparti, et nous étions un petit peu intrigués, nous étions donné rendez-vous pour Copenhague, il nous avait dit qu'il avait 94 ans, et je prépare actuellement un ouvrage, donc, sur l'affaire Céline, mais vu du côté danois. C'est-à-dire que l'ancien avocat et moi, nous avons, Heinz Frelsen, nous avons dépouillé l'énorme dossier Céline aux archives royales, et il y a de la matière, je peux vous le garantir. Mais ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas qui était ce monsieur, parce qu'il ne s'était pas véritablement présenté. Et j'en parle donc à mon ami Heinz Frelsen, qui me dit, mais bon, toi, tu tombes des nues. C'est le dentiste qui a soigné Céline à sa sortie de prison. Car en effet, on sait qu'à sa sortie de prison, Céline avait pratiquement perdu toutes ses dents. Il avait donc besoin d'un dentier. Et ça, c'est ce monsieur, donc Bakkesen, qui lui a fait donc ce dentier. Ce monsieur Bakkesen qui a 94 ans maintenant et que je me propose d'aller interviewer dès mon retour de Copenhague. Oui, à Copenhague, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, il y a donc toujours des surprises comme ça. Vous avez peut-être retrouvé l'empreinte des dents. Voilà, on ne sait pas. Alors il me dit, il m'a dit, enfin il nous a dit, puisque ma femme était là, j'ai beaucoup de choses. Vous savez, j'ai des lettres, j'ai des papiers, je vais vous montrer ça. Ah, alors, qu'est-ce que c'est? On va voir. Peut-être y aurait-il un manuscrit. Qui sait? Alors, il y a beaucoup de photos. Hein, oui, oui. Bon. Alors, vous les avez retrouvées comment? Parce qu'effectivement, bon, on en connaît certaines, mais il y en a un certain nombre d'inédites. Oui, alors les photos les plus intéressantes, des photos inédites, je les ai trouvées de la façon suivante.
pendant son séjour à Corseures, dans les 3 ans qu'il a passé à Corseures avec sa femme, il y avait là un couple de régisseurs qui s'occupaient très gentiment d'eux, et ces régisseurs avaient une fille qui s'appelait Erna Rasmussen, et Erna Rasmussen venait tous les jours, elle était devenue une sorte de commissionnaire pour eux, c'est elle qui allait chercher le courrier lorsque le facteur ne passait pas, qui allait chercher les paquets, etc., etc. Et Erna, qui est décédée il y a maintenant 2 ans, et ma femme et moi, nous étions devenus très amis au cours des années, car nous allions très souvent dans la fameuse fondation. Et un jour, elle me dit, tu sais François, j'ai des photos de l'époque. Je dis, ah bon? Et elle me montre une douzaine de clichés absolument merveilleux, pris probablement à la fin de l'hiver ou au printemps de 51, d'après le décor de la végétation, et aussi, on s'aperçoit que ça vient du même film. Le fait déjà qu'il y ait 12 photos, et on voit au dos de chaque cliché une référence, qui est la même pour les 12 photos. Alors, je lui ai dit, mais c'est formidable, est-ce que je peux en faire des copies? Elle m'a dit, oui, volontiers. Alors j'ai fait des copies, je les ai transmises à David, et puis voilà, l'occasion s'est présentée. Et il y a une photo quand même dans le livre qui est inédite, c'est on voit Céline qui promène Bébert dans un parc à Copenhague. Voilà. Alors ça, c'est une histoire aussi qui est très amusante parce que cette photo était le plus bêtement du monde à la Bibliothèque Royale de Copenhague. La Bibliothèque Royale de Copenhague, c'est ça. Alors là, il y a l'explication très simple, c'est que... Une grande photo, un double page. Oui. Alors, elle a été déjà publiée, mais tenez-vous bien, sur un rabat de couverture. Il y a au Danemark actuellement une espèce d'enthousiasme pour Céline, en tout cas chez un public cultivé, et une ancienne collègue, Marianne Larotrop, en est la traductrice. Elle est une merveilleuse traductrice, elle a tout saisi ce qu'il y avait dans le génie de Céline, dans le génie de la langue de Céline, et le dernier ouvrage qu'elle a traduit est Rigaudon. Et c'est son fils, qui est metteur en page, qui a découvert cette photo, qui est en rabat. Donc j'ai immédiatement téléphoné à Marianne, j'ai dit, mais où est-ce que ton fils a dégoté ça? Et Marianne m'a dit, mais à la Bibliothèque Royale. Alors je suis allé à la Bibliothèque Royale, et là on m'a fourni un cliché. Le plus simplement du monde. Le plus simplement du monde, j'ai payé un petit droit, mais minime. C'est une photo merveilleuse. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que juste derrière la tête de Céline, il y a Kronprinsessegade, c'est-à-dire la rue où se trouvait l'appartement du gardien de prison, artiste peintre en réalité de sa profession, qui avait un studio-atelier avec sa femme, et cet appartement se trouve au dernier étage, pratiquement au-dessus de la tête de Céline. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque la photo a été prise, on ne sait pas par qui, Céline est à 50 mètres du studio atelier où il a logé pendant à peu près 1 an, grosso modo juin 47 à mai 48. Voilà. Alors, ce qui est tout à fait particulier dans cet ouvrage, que je n'ai pas lu, je l'ai regardé, je l'ai partiellement lu, mais enfin, j'ai pas lu la remise en forme là de l'étude sur sur le lupus tuberculeux. Voilà, on en parlerai. Bon, mais c'est comme d'habitude, mais on est toujours sidéré. Céline décrit sa vie comme un enfer là-bas. Ah oui. C'est le Spitzberg. Il a ressenti comme tel. Hein, et bon, je sais pas si vous avez écrit à 2 mains, etc. Enfin à 4 mains, mais on a l'impression que c'est plutôt sympathique. Enfin bon, et en plus les photos, là, la richesse des photos. Bon, il y a quand même 3 bâtiments. Alors qu'on a l'impression qu'il vit dans un taudis. Infâme. Il y a des photos où on voit avec Lucette. Bon, elle est souriante. Ça a l'air de très bien aller. Oui. Non, c'est-à-dire que c'est un paysage mental qu'il décrit en fait. Il se sent véritablement en enfer, mais dans la réalité des choses, il en va tout autrement. Il se plaint par exemple de ne pas manger suffisamment, mais il pouvait avoir de la viande gratuitement que lui apportait le boucher de Corseures. Oui, mais vous dites à un moment qu'il reçoit pas mal d'argent quand même. Il reçoit une belle somme d'argent. Mikkelsen lui donne l'équivalent de 2500 à 3000 euros par mois. À peu près. Donc En plus, Erna Rasmussen, donc la fille des régisseurs, fait des courses pour eux. Les régisseurs lui fournissent du bois d'abord pour chauffer, de la tourbe, mais également des fruits, des légumes, du lait. Du lait, il ne manque de rien en fait. Mais il faut quand même dire que quand on voit les lieux aujourd'hui, on a
pas, je pense, une idée très précise de ce que ça pouvait être à l'époque en hiver. Parce que quand vous lisez les témoignages des gens qui lui ont rendu visite en exil, comme le regretté Pierre Meunier, on se rend compte qu'en hiver, quand même, ça ne devait pas être très agréable. Hein. Nous le disons. Et tu le dis d'ailleurs dans le livre. Nous le disons dans le livre, absolument. Mais oui, mais nous avons, ma femme et moi, et nos enfants, habité à un moment dans une des maisons Scorlu, qui est la plus grande des 2 maisons où il a habité. Je crois que c'était en décembre. Ah oui, c'était pas terrible, hein, c'était pas terrible. Il faut pas croire que Céline exagère toujours et le confort qu'il y a maintenant n'est quand même pas comparable. Oui, mais c'était le confort qu'il y avait à l'époque pour les gens qui habitaient la même région. Oui, puis là, il faut bien se dire une chose. Ça fait pas sordide. Enfin, non, absolument pas. On parle quand même de Pierre Meunier, la façon dont il décrit l'endroit, avec le sol en terre battue et tout ça. Non, mais c'est exact, ça, c'est exact. Mais il faut pas oublier que cette maison était quand même confortable. Et comme M. Ratier dit, eu égard aux conditions de l'époque, et surtout, ce qui est surtout très très important, c'est que si le cadre devenait sordide, c'était par la faute de Céline. Car il semait le désordre partout où il était. C'était non seulement un désordre mental, mais c'était un désordre physique aussi. Mais il y avait le froid quand même. Hein, il l'a pas inventé quand même. Oui, mais il avait froid. Non, mais il avait froid. Il gardait la porte sur le jardin constamment ouverte et il avait enlevé un carreau de la cuisine pour laisser entrer les chats. Si bien que, comme l'a expliqué Ernest Rasmussen dans un reportage, il y avait un courant d'air constant. Ouais. Donc c'était un peu par sa faute. De même que cette maison fait près de 200 mètres carrés, Lucette et lui habitaient sur 50 mètres carrés. Mais c'était de leur faute, les autres pièces étaient disponibles. Mais ils avaient choisi de vivre dans 3 pièces. La cuisine, la salle à manger transformée en chambre, et la pièce principale où il y avait du chauffage, qui a servi par la suite à Lucette. Parce qu'on y a fait mettre un parquet, et elle a pu faire ses exercices de danse qu'elle faisait également sur la plage, qu'elle faisait dans l'auberge voisine lorsqu'il n'y avait pas de clients, enfin. Bref, on a l'impression en tout cas que Lucette n'a pas souffert. Comme dit Winding, elle était entourée d'une espèce de cercle magique à l'intérieur duquel elle vivait, et elle se sentait parfaitement heureuse. Elle allait se baigner dans la mer, enfin, mais lui, naturellement. Oui, mais pour ceux qui nous écoutent, il faut quand même dire, parce que les néophytes peuvent s'imaginer que Céline était là en villégiature au Danemark. Il faut tout de même rappeler, parce que c'est connu de nous, mais ce n'est pas forcément connu de nos auditeurs, il a tout de même fait 18 mois de réclusion au Danemark. Hein. D'une part, d'autre part, il était en exil, son sort n'était pas encore décidé, il était sous la menace d'une grosse condamnation en France, donc c'était un poids énorme. Maintenant, il faut ajouter une chose. Alors, ce que je voudrais savoir, parce que bon, est-ce que vous avez vu sa cellule? La cellule, non. La cellule a été vue par... elle existe toujours ou elle existe toujours. L'ancienne ministre de la Justice, Helga Pedersen, dont j'ai traduit le livre en 1975, qui a vu la cellule qui était comparable aux cellules... Et d'ailleurs, il n'y avait pas de cellule de condamnés à mort. Il n'y avait pas de quartier de condamnés à mort. Parce qu'il me semble que j'ai vu des photos quand même de cette cellule. Philippe Almeras, dans sa biographie, reproduit une photo d'une cellule. Enfin, il présente ça comme une cellule équivalente à celle que Céline a connue. À mon avis, ça devait être moins bien, mais bon. Non, parce que également, il en fait une description apocalyptique. Ah, Céline? Oui. Ah oui, mais comme le dit François, il parle du quartier des condamnés à mort. Là, évidemment, c'est toute la démesure célinienne. Mais c'est la démesure célinienne dont Ferry, pour une autre fois, surtout, c'est-à-dire c'est dans ses romans qui poussent les choses au tragique. Dans sa correspondance, il ne va pas aussi loin, en tout cas pour cette partie-là de l'exil. Et c'est le principe d'un écrivain aussi. On sait par exemple que on sait que la jeunesse de Céline était plutôt heureuse quand on lit la description qu'il y fait dans Moral Crédit, qui est absolument apocalyptique. Donc Céline, il a dit lui-même plusieurs fois, il faut noircir et se noircir. C'est ça. Donc il faut toujours en rajouter même une anecdote invraisemblable. Lui, c'est un charbonnier. Hein. Ah oui, c'est vraiment ça. Une petite chose avec Céline prend des proportions complètement délirantes. Donc, alors sa jeunesse, ça devient quelque chose. Sur Moral Crédit, on se dit les parents de Céline, c'est Thénardier. Alors c'est absolument pas le cas. Pareil. Alors là, au contraire. Alors la maison au Danemark, forcément, c'est une maison très respectable pour l'époque, mais pour Céline, ça devient une hutte absolument ouverte à tous les vents. Comme dans la première émission, on avait reçu beaucoup de messages et puis après on en a eu. Les gens qui m'ont dit que ça avait été un peu parfois un peu trop élitiste, alors que c'était assez basique. Essayons de l'être moins. Non mais on va peut-être. Il faudrait, je sais pas, David Alliot rappeler un petit peu quand même en quelques mots pourquoi Céline s'est retrouvée au Danemark et comment, sans
sans être peut-être aussi long que l'avait été le biographe de Céline présentant sa vie en détail. On s'était arrêté entre-temps, mais cet épisode, faut un petit peu expliquer quand même pourquoi on peut s'intéresser à Céline et pourquoi il va passer 6 ans au Danemark. On a un biographe de Céline ici. La raison est très simple, c'est que Céline craignait pour sa vie à la Libération, donc il était un des premiers à partir d'ailleurs. On peut faire un peu le parallèle avec Charles X, c'est les premiers à partir et le dernier à revenir parmi ceux qui ont quitté le pays à la Libération. Donc il craignait pour sa vie, et pour le Danemark, il y a une raison très simple, c'est là où il avait planqué son or. Tous les droits d'auteur qui avaient été générés par Le Voyage au bout de la nuit, Moral Crédit, Les pamphlets, etc., Céline est un fils de commerçant, Céline ne dépense pas, il thésaurise, il garde, il transforme ça en pièces d'or. À un moment donné, avant-guerre, il avait fait plusieurs tentatives en Angleterre, en Hollande, pour planquer son or, et en fait, ce qui lui semblait la solution la plus, en cas de conflit avec l'Allemagne, la solution la plus plausible, c'était la plus sûre, du moins pour son or, c'était le Danemark. Donc s'il va au Danemark, c'est pas pour le plaisir de voir la petite sirène, c'est surtout, en premier lieu, pour retrouver son or, et il savait bien sûr qu'il avait des gens qui pouvaient l'aider là-bas aussi. Il faut peut-être préciser que lorsque Céline arrive au Danemark, le Danemark est encore occupé par les Allemands. Le Danemark est encore occupé. Il a essayé une première fois de s'y rendre. Non, c'est-à-dire il a voulu s'y rendre pour en fait pour rencontrer, enfin c'est toute une histoire, une amie danoise qui devait remettre la clé du coffre, etc. Mais ça, c'est à Berlin, ça se passe en 42. Il me semble que c'est 42. Le voyage à Berlin, je crois que c'est 42, mars 42. Enfin bon, ça c'est un détail. Mais donc en fait, il voulait pas aller au Danemark pendant l'occupation, il voulait simplement rencontrer son amie danoise parce que il avait effectivement dans l'idée que les choses, et puis surtout après Stalingrad, il faut voir aussi que le clivage se fait avec Stalingrad. À partir du moment de Stalingrad, on voit très bien, il le dira d'ailleurs Céline plus tard, il dira toujours sur le mode comique, après Stalingrad, il y a eu des retournements byzantins, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans le milieu de la collaboration, on voit quand même que le vent tourne, et à ce moment-là, il pense au Danemark plus que jamais, évidemment. Il sait que le Danemark, c'est quand même la solution pour lui. Et donc il se retrouve au dernier jour de la guerre, à peu près, enfin c'est vers la fin quand même. Il arrive fin mars. Parce qu'il y a tout l'épisode qui est retracé dans un château. Il quitte Paris en juin 44. Oui, c'est incroyable, le périple va durer 9 mois. Absolument. Oui. Alors qu'on se dit, mais c'est pas loin. Mais il faut traverser l'Allemagne en guerre qui est en train de s'écrouler en plus. Donc, c'est vrai que dans l'absolu, lorsqu'il obtient le départ de Sigmaringen pour le Danemark, ça se passe en 3 jours en train, c'est assez rapide. Mais en fait, c'est une question de papier. Il est resté d'abord à Baden-Baden, après à Sigmaringen, enfin après en Prusse, après à Sigmaringen. Donc c'est un périple très long en Allemagne. Ah oui, il y a des allers-retours. Voilà. À chaque fois, il se rapproche, il s'éloigne. Un peu assigné à résidence à chaque fois. Donc en fait, c'est pour des questions de papier. On pouvait pas circuler comme ça. Mais il est vrai, par contre, dans le choix du Danemark, dans le choix de Céline du Danemark, il a un point où il avait des raisons, c'est qu'il estimait que le Danemark étant très proche de l'Allemagne nazie et que les Danois étant très proches, on va dire racialement des Allemands, Céline pensait que les nazis ne feront pas de mal au Danemark, c'est-à-dire que le Danemark n'aura pas de destruction matérielle comme les autres pays. Ce en quoi il avait parfaitement raison, parce que le Danemark en 1945 était un pays à peu près entier et intact. Et donc au début tout se passe bien. Au début, jusqu'en décembre, ça va à peu près. C'est ça. Et ce qui est d'ailleurs assez étrange, c'est qu'il a raconté dans Rigaudon, donc, qu'il a pris un train de la Croix-Rouge suédoise, et Frelsen, mon acolyte pour le prochain livre et moi, nous avons fait des recherches, et en réalité, il n'y avait pas de train de la Croix-Rouge suédoise qui soit parti le 27 mars à destination de Copenhague. Donc là, ça reste très flou. C'était probablement un train allemand, mais c'était un train allemand probablement de permissionnaires ou un train ambulance, et d'après ce qu'on sait, Lucette n'a pas failli être écrasé par le train, puisqu'il dit... Et là, si vous permettez, c'est ça que je reproche un petit peu aux chercheurs français, notamment, c'est de prendre comme du bon pain tout ce que dit Céline, et notamment dans Rigaudon. Bon, alors, par exemple, on dit qu'il a remercié Bernadotte, à Copenhague dès son arrivée. Or, il se trouve que d'après les dates que nous avons pu avoir de la Croix-Rouge suédoise, Bernadotte n'était pas à Copenhague à ce moment-là. Il est venu après, c'est vrai, et il faut pas oublier que Céline avait en main un Ausweis qui lui permettait d'entrer au Danemark. Mais enfin, c'est un détail. Qu'il soit arrivé par un train danois, allemand ou suédois, quelle importance. Il arrive là-bas,
dans un pays encore occupé par les Allemands. La même chose vaut pour Sigmaringen, hein, parce que le séjour que fait Céline à Sigmaringen, il raconte des promenades de Pétain qui n'ont jamais eu lieu. Pétain ne sortait pas du château. Oui, ou quand il va à l'enterrement de... Oui, voilà, l'enterrement de Bichelonne. Bichelonne, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il raconte aussi un dîner auquel il n'a pas assisté, qui d'ailleurs n'a pas eu lieu. Mais ça, là, nous sommes dans le roman, effectivement. C'est un romancier, mais c'est vrai que les biographes doivent faire très attention à ce qu'écrit Céline. Il faut tout recouper, il faut... Et alors, pour en revenir à Céline Waldemar, et puis vous nous disiez, bon, l'or, finalement, il va jamais en profiter de l'or. Ah si, tout de même. Si. Sans l'or, il aurait été quand même dans une situation difficile. Réellement. Ah oui. Il y avait probablement pas de lingots, comme il apprête. Non, parce qu'il a toujours dit qu'il avait été escroqué, que tout avait... Non. Ce qui s'est produit, en fait, c'est que il avait des pièces d'or, et ces pièces d'or avaient été mises dans 2 boîtes de chocolat Cadbury, et je l'ai retrouvé le jeune homme qui avait enterré les pièces d'or. Il y en avait c'est François qui a les pièces d'or. Il y en avait pour 11 kilos. Ah oui, il y en a quand même pour une qui ont été enterrés fortune dans le jardin de la danseuse Karl-Marie Jensen qui leur avait prêté l'appartement. Et qui ont été déterrés ensuite, naturellement, pour servir à son arrivée. Et le jeune homme qui avait enterré ses pièces en 43, il avait 15 ans, et il avait fait ça au péril de sa vie. Il m'a raconté, il est encore vivant, c'est le frère de Bente Carril, la jeune danseuse, pour qui Céline avait une tendresse presque paternelle. Et il y en a plus de 100 000 euros. Mais Johannes m'a dit 11 kilos, ça pesait lourd dans la besace, et puis il y avait des contrôles des Allemands dans les tramways, et d'ici j'avais été pris avec de l'or sur moi, je pense que j'aurais eu des problèmes. Puis il faut dire aussi que Céline, avant l'occupation et même pendant l'occupation, il a gagné beaucoup d'argent en droit d'auteur, et il était médecin, donc il gagnait sa vie, et il était connu pour être gentil, on va dire qu'il était assez économe, et donc il y avait, c'est vrai, il y avait cette peur de manquer, et toutes ces économies, et bon, il les a placées, hein, c'était pas quelqu'un qui dilapidait son argent. Hein. D'autant plus que c'était pas des subprimes, ça. D'autant plus qu'il reproche souvent à sa femme de faire des dépenses somptuaires. Puis il y a une anecdote, c'est Jean-Paul qui raconte ça. Un jour, ils sont à Montmartre et Lucette dit « Tiens, je mangerais bien une demi-douzaine d'huîtres. » Et Céline, à ce moment-là, se réécrit et dit « Ah, mais moi, j'ai pas les moyens de payer des huîtres. » Donc c'est vrai qu'il avait un côté quand même... Et Elisabeth Cray, qui était le grand amour précédent, lorsqu'elle se confie à Alphonse Juillan à la fin de sa vie, elle a l'impression que Céline était un homme pauvre, c'était un médecin, alors que à ce moment-là, il avait déjà gagné des droits d'auteur substantiels avec Voyage au bout de la nuit, puisqu'elle le quitte. Almiras donne pas mal de chiffres sur les... Oui, puis il faut dire une chose à propos de cet or. Il a fallu changer en bonne couronne danoise, et là, il a chargé donc 2 femmes de le faire, celle à qui avait été confiée les clés donc de l'appartement, à savoir la cousine de la danseuse, et puis une photographe, Madame Lindequist, photographe en renom, et elles ont fait ça naturellement, non officiellement, puisque c'était interdit. Et c'est là qu'il a eu vraiment l'impression qu'il avait été roulé, qu'il avait été escroquerie. Et il a peut-être un peu été avec le change, non? Eh bien, d'après les recherches qui ont été faites par Pécastin, qui a écrit Images d'exil avec Éric Mazet, non, il a bien travaillé la question. Non, bien sûr, il aurait eu plus d'avantages avec un change officiel si ça avait pu se faire. Mais il n'a pas été tellement escroqué. Non, il y a eu bon. Et en tout cas, il y a une chose qui est certaine, ces 2 femmes étaient riches. Et je ne les vois pas en train de mettre une partie du magot dans leur poche. En tout cas, ils gardent un mauvais souvenir du Danemark. Ah oui, c'est ça qui est dommage, et c'est ça qui fait de la peine à tous ces gens que j'ai rencontrés, parce que, à vrai dire, j'ai rencontré tous les témoins, sauf Céline et son avocat, mais tous les autres. Et ce sont des gens qui aujourd'hui, ceux qui restent là en tout cas, ont beaucoup de peine. Ils ont de la peine que Céline les ait traités comme il l'a fait. Il y a quand même des Danois qui ont voulu le renvoyer en France. Non, mais enfin quand même, il
est bien reçu quand même dans l'ensemble. On peut dire qu'il est protégé. Oui, Enfin, il a été protégé. Oui. Et il faut surtout insister sur le fait qu'il a rencontré une élite juridique, politique, intellectuelle. N'oubliez pas que les francophones et francophiles. Et en plus, ajoutons que les deux fameuses maisons de Corsair, elles étaient prêtées régulièrement. Ils payaient pas de loyer. Elles étaient prêtées régulièrement à l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Randall. Elle était prêtée à la grande actrice Polly Lipson. Elle était prêtée au grand sculpteur Kai Nielsen. Vous savez, quand on connaît le souci du bien-être danois, moi je le connais depuis 1946. Je sais que non, les Danois n'offrent pas à loger dans n'importe quelle condition. Donc là, il y a eu nettement exagération. Mais enfin, revenons en arrière. Le roi non couronné de Montmartre, en pleine campagne danoise, si idyllique soit-elle, c'est pas drôle. Et surtout avec l'incertitude du lendemain. C'est ça. Ça, je crois que c'est ça qu'il a travaillé. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je veux bien rentrer en France, mais alors qu'est-ce qui va se passer? On va m'arrêter, qu'est-ce qu'on va faire? Et en plus, il avait l'impression qu'il était surveillé par la police. Bon, ça a été démenti par Helga Pedersen, l'ancien ministre de la Justice, donc nous avons bien connu, ma femme et moi, et qui a dit non, il n'y avait absolument pas de surveillance. Mais il y a un moment, il a quand même des assurances de ne pas être renvoyé. C'est-à-dire, il y a cette frayeur très vive pendant quelque temps, et puis à un moment, il sait très bien qu'il est assigné à résidence et qu'il ne risque pas d'être renvoyé en France. Non, c'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on étudie le dossier danois, qui est absolument énorme, qui comporte plus de 1000 pièces, on s'aperçoit que ça n'a pas été si facile que ça, parce que il y avait des gens qui voulaient le renvoyer dès le départ, notamment le ministre des Affaires étrangères, qui ne voulait pas déplaire à ses collègues diplomates, qui ne voulait pas avoir d'histoire avec la France, et le ministre de la Justice qui lui hésitait. Vous savez, il penchait d'un côté, penchait de l'autre, et celui qui a véritablement sauvé Céline, c'est le ministre des Affaires spéciales qui était chargé de tous les problèmes relatifs à la résistance et à la post-résistance, et qui a dit non, il n'en est pas question, et d'ailleurs aidé en cela par le chef de la police. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que au moment où Céline est arrêtée, son avocat, parce qu'il avait rencontré cet avocat, Mikkelsen, qui était un homme absolument magnifique, plusieurs mois auparavant, son avocat était en voyage d'affaires aux États-Unis. Et donc, il ne pouvait pas être là pour le défendre. Mais l'avocat avait, dans une lettre, et ça qui est extraordinaire, dès le 1er juin, il avait subodoré qu'il pourrait arriver un problème, que Céline pourrait être inquiétée. Et il avait écrit au chef de la police et à son ami, donc le chef, le ministre des Affaires spéciales, une lettre dans laquelle il disait « Si on arrête Céline à un certain moment et que je ne sois pas là, ne faites rien avant mon retour. » Et ça, je crois que ça a été déterminant. Il y a eu plusieurs mois, entre l'arrestation et le mois de mars, lorsque Mikkelsen est revenu donc des États-Unis, où en fait il ne s'est rien passé. Céline a été en prison, mais là, aucune décision n'a été prise. Est-ce que la France, question du candidat, est-ce que la France le réclamait vraiment ou... Oui, absolument. Absolument. On a les lettres, absolument. Et d'ailleurs, David l'a montré dans son livre. Il y a eu une relance systématique. Mais... Peut-être moins en France qu'au Danemark. C'est-à-dire que c'est au Danemark surtout que l'ambassadeur était acharné à... Absolument. En fait, l'ambassadeur, pour citer un peu le contexte, l'ambassadeur Guy Gérard de Charbonnières du Rosay avait un passé, on va dire, sa famille avait un passé pendant l'occupation pas très glorieux, on va dire, pudiquement. Et donc le fils, lui-même non plus. Et lui-même non plus. Et le fils donc a rallié le pouvoir gaulliste un peu, pas tardivement, mais bon, pas en 40 en tout cas. Et en fait, il a voulu ramener la tête de Céline. Comme un trophée. Voilà. C'était se faire pardonner beaucoup de choses et c'était un peu le trophée. Donc il a mis, on va dire, l'ardeur des convertis. Il était zélé. Voilà, il était un ambassadeur zélé, mais là où il s'y met très mal pris, c'est qu'il a voulu passer en force au Danemark. Et les Danois, comme nous confirmera François, c'est que les Danois sont très formalistes. Document A, document B, document C. Alors que Charbonnières a joué... C'est un pays démocratique. Absolument. Et Charbonnières lui a dit, je suis ambassadeur de France, donnez-moi Céline. Allez hop, on va pas chipoter, donnez-le-moi. Et alors que les Danois sont très formalistes, on dit, on va vous le donner, mais donnez-nous les pièces. Et en fait, ils ont voulu envoyer au poteau un écrivain sur des critères politiques, ce qui forcément ne colle pas en termes de droit. Et en fait, les Danois ont joué la montre, alors, effectivement. Et ne collait pas avec le traité d'extradition de 1877, qui disait bien que ne pouvaient être extradés que des criminels en
Andorre. Tout à fait. En fait, Céline aurait poignardé aurait poignardé quelqu'un, il aurait été extradé. Tout de suite. Mais du point de vue du délit d'opinion, c'était pas prévu par les traités. Donc forcément, alors les Danois ont joué la montre, et ça a été la grande habileté d'ailleurs, effectivement de Thorvald Mikkelsen et de Per Wederspiel, c'est d'attendre que les passions se calment, et dès le mois de mai 46, donc 5 mois après l'arrestation de Céline, dans le Charbonnière le dit très clairement à son ministère, au Quai d'Orsay, et il le dit, on ne l'aura pas. Et la seule chose qu'il peut faire maintenant, c'est faire durer le plaisir, entre guillemets, c'est-à-dire pourrir la vie de Céline au Danemark, le laisser un maximum en prison, mais il le dit très clairement, on ne l'aura pas. Mais d'ailleurs, là, on revient à ce dont on avait parlé dans l'émission précédente, c'est que, bon, la responsabilité morale de Céline, ça c'est une chose, mais au strict point de vue judiciaire, le dossier est quasi vide. C'est-à-dire, la seule chose qu'on puisse lui reprocher, on en a parlé la fois passée, ce sont des lettres aux journaux d'occupation et la réédition de l'école des cadavres et de Bagatelle, et évidemment la publication des Beaux Draps en 1941. Et la préface a besoin à travers les âges qui lui est reproché. Oui, aussi. qui lui est reproché, mais enfin là, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais je veux dire que Céline n'a jamais été un collaborateur au sens strict, ça il faut quand même le rappeler. Il ne faisait partie d'aucun mouvement, il n'était pas militant dans un mouvement ou dans un groupe quelconque. Il avait des sympathies, je crois que ça sert à rien de tourner autour du pot. Il est clair qu'il souhaitait la victoire des forces de l'Axe, pour moi ce n'est pas douteux. Mais on ne peut pas lui reprocher des choses tangibles, son dossier est vide. D'où la grosse difficulté de l'ambassadeur de Charbonnière, on lui demande des pièces. Et il s'active, il demande au Quai d'Orsay, mais écoutez, il y a bien des choses à trouver. Eh bien non, il y avait rien de très important. D'ailleurs, l'ambassadeur le dit, il est étonnant, il le dit lui-même dans un courrier, il est étonnant qu'une personnalité aussi célèbre que Céline, on ne trouve rien. Et j'ai été consulté au ministère de la Justice, le dossier Céline, qui est pareil de mon club. On s'attend à avoir un dossier monstrueux, il y a à peine 7 documents, 7-8 documents. On est dans le même système que pour Guitry, alors, quelque part. Oui, enfin, Guitry, c'est encore moins, parce que Guitry, ce qu'on peut lui reprocher, c'est des relations mondaines, d'avoir fréquenté l'Institut allemand, mais ça, Georges Duhamel, alors là, on revient à Karl Lepty, on en parlera tout à l'heure, mais Céline n'était pas le seul à fréquenter l'Institut allemand sous l'occupation. Il y a, Brasillac, lors de son procès, il le dit d'ailleurs, il dit, mais je rencontrais Giraudoux, je rencontrais Georges Duhamel, je rencontrais telle et telle personne. Guitry, je trouve que là, c'est vraiment une injustice encore plus énorme, parce que alors là pour le coup il y avait vraiment pas grand chose à lui reprocher. En revanche, à propos du Danemark, parce que moi je suis tout à fait d'accord pour saluer les Danois qui ont sauvé Céline, hein, la question n'est pas là, mais il faut tout de même signaler ici qu'ils ont aussi emprisonné Lucette. Oui, c'est ça. Et ça c'est un énorme reproche qu'on peut leur faire. Lucette, et les juristes danois le reconnaissent aujourd'hui, j'ai parlé avec d'anciens hauts fonctionnaires des différents ministères, et ils m'ont dit tous, oui, il fallait surtout pas arrêter Lucette, ça a été une erreur, parce que on la considérait plus ou moins comme complice. Donc ça a été une Elle est restée emprisonnée combien de temps? Elle a été arrêtée 11 jours. Voilà, 11 jours. Mais alors Lucette, on sait très peu de choses. Elle dit qu'elle a été mise au dépôt avec des prostituées, on ne sait pas exactement. Par contre, ce que Lucette a écrit dans ses mémoires, ça a violemment choqué le Danemark. Ça, le Danemark, elle en a voulu beaucoup au Danemark, je crois, a posteriori. Et il faut pas oublier quand même qu'il y a beaucoup de gens qui les ont aidés. Et alors, ce que je voudrais savoir, mais je sais pas, vous pouvez sans doute tous répondre, mais est-ce que c'est pas Céline était pas recherché ou que le dossier était vide. Bon, on peut dire, en consultant la presse française, etc. Bon, est-ce qu'il est quand même dans le haut du panier des personnalités dont on cherche à... C'est un symbole. Il est sur la liste noire. Tête, quoi. D'ailleurs, oui, mais la liste noire est quand même assez longue. Est-ce qu'il est dans le haut ou oui, parce que ce qu'on lui reproche, et ça... Parce que ce qui est étonnant dans ce cas-là, c'est que, on a vu d'autres pays qui se sont couchés, etc. À la limite, on pourrait dire, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'ait pas été extradé. Non, mais tout le mérite, par exemple, de Claude Duneton dans sa préface. Parce qu'on en parle avec 60 ans de recul, mais à l'époque, quand même, ça avait été un pays qui, etc. Enfin, il y avait la puissance, mais il y avait d'un côté des gens qui avaient gagné, de l'autre côté des gens qui avaient perdu. Oui, mais en 1945, ce qu'on reproche à Céline, et ça transparaît dans la presse de l'époque, c'est son anticommunisme. Ça, il faut bien savoir qu'il paye, à ce moment-là, il paye cash, Mea culpa, qui est un pamphlet, un libelle anticommuniste qui publie en 1936. Il paye aussi Bagatelle pour un massacre, parce que Bagatelle pour un massacre est considéré comme un pamphlet antisémite et pacifiste, ce qu'il est, mais aussi des pages virulentes contre le communisme. Et ça, évidemment, à la Libération,
les communistes tiennent le haut du pavé et pour eux, Céline est évidemment une cible de premier choix. Et ça, si vous lisez la presse de l'immédiate après-guerre, ça apparaît. Il y aurait d'ailleurs une étude intéressante à faire à la Nationale, retrouver ces articles-là. C'est vraiment et surtout, Céline est très révélateur. Le grand symbole. Il y a 3 grands noms, on va dire, de la collaboration intellectuelle. C'est Brasillac, Drieux et Céline. Donc Brasillac a été fusillé, Drieux s'est suicidé. Il manque le 3e quand même. Donc même si oui, il est vraiment dans le dans le tiercé gagnant. Tiercé gagnant, tout à fait. D'ailleurs, sous l'occupation, il y a le magazine américain Life qui publie une liste, donc ça c'est bien avant la libération, publie une liste des gens compromis qui vont devoir payer cher à la libération, et Céline figure dans cette fameuse liste du magazine américain Life. Dès le début, dès les débuts de la guerre, dès 42. Oui, c'est parce que je veux dire, c'est pas parce qu'il aurait été à l'époque considéré comme pas un écrivain secondaire, mais en tout cas un écrivain secondaire pour son engagement dans la collaboration. Qui aurait pas été, il aurait été visé, mais pas énormément. Si le gouvernement, enfin la France le veut vraiment sa peau. Au début, oui. Et en fait, et les milieux, les milieux intellectuels, les milieux, enfin les journalistes, la presse de la Libération. Ah oui. Ça c'est clair que c'est le premier choix. Hein, ça me et ça paraît explique évident. aussi pourquoi, au moment où il sort de prison, proprement dit, il va à l'hôpital national de Copenhague où il passe plusieurs mois, et il est violemment attaqué par la presse communiste danoise. L'organe du parti communiste danois, le Landa Folk, donc pays et peuple, l'attaque violemment. Oui, parce que là, l'international communiste fonctionne bien. L'international communiste fonctionne à fond et demande le départ immédiat de Céline, ce traître, n'est-ce pas, qui doit maintenant rendre des comptes à son pays. Et on veut même le chasser de l'hôpital. Mais oui, c'est ça. Et c'est ça, on veut le chasser de l'hôpital. Et comme il ne se produit rien à ce moment-là, les médecins, dont certains étaient communistes, font une véritable pétition et interviennent auprès du directeur de l'hôpital pour faire chasser Céline de l'hôpital. Et finalement, Céline voit que il peut pas rester là. Il sent bien qu'il est tout à fait interdit de séjour, si on peut dire. Et oui, alors donc il est indésirable. Et il va partir en fait de lui-même. Et ce qui est assez frappant, c'est de lire un des articles de journaux de l'époque qui n'est pas encore paru, que j'ai traduit, où on dit qu'il est parti sans crier gare, sans tambour ni trompette, sans dire au revoir à personne, pour aller alors habiter dans ce studio atelier où déjà Lucette habitait. Parce qu'il faut expliquer, n'est-ce pas, que ce studio atelier de Kronprinzess où il a habité donc de juin 47 à mai 48, ce studio atelier était libéré à ce moment-là par les occupants qui allaient à Nice travailler, peindre, chez la mère de Lucette. Qui les recevait un échange, et qui par la suite ont eu la pudeur de ne pas trop parler, mais on sait plus ou moins qu'ils n'ont pas été très heureux là-bas. Ça ne répondait pas à leur attente et enfin bref. Donc Céline quand même savait dès ce moment-là, au moment où il quitte l'hôpital national, l'hôpital royal comme on veut, n'est-ce pas, qu'il y a un foyer qui l'attend, où sa femme est déjà installée, où il y a Bébert qu'on avait essayé d'introduire en fraude quand il était en prison. Voilà. Mais si on se reporte quelques années plus tard, donc en 1951, quand Céline quitte le Danemark, il écrit quand même une lettre dans un petit journal local pour remercier la population de son accueil, parce qu'on parle souvent de l'ingratitude de Céline. Rien n'obligeait Céline, au moment où il est parti, d'écrire cette lettre, qui a été publiée d'ailleurs dans le journal local de Cursor, où il remercie, enfin Lucette et lui, remercie chaleureusement les Danois de leur hospitalité. Bon, voilà, il faut quand même aussi préciser ça. Hein, c'est peut-être Mikkelsen, l'avocat, qui aura dit ça fera bon effet. Peut-être, c'est possible. Non, si vous permettez, je vais ajouter une chose. Lorsque Céline a été arrêtée, les policiers qui ont procédé à l'arrestation ont trouvé un désordre absolument indescriptible. Et le rapport de police parle même de véritable porcherie. C'est très très loin, très très loin. Alors, on voit, il y a une photo là où il est en train de
curieuse. Enfin bon, on voit pas beaucoup, mais bon, c'est. Alors ça, c'est dans l'atelier. C'est dans l'atelier. Il est à moitié nu. Oui, Ça passe mal à la radio. Il y a son chat qui est vautré, qui est en train de, qui est couché, et puis il y a. Ça, c'est dans la soupance. Il y a un joyeux fouillis quand même. Il y a des papiers partout. C'est dans le studio atelier. Là, il s'est remis à écrire. Voilà. C'est là qu'il sait. Et puis je sais pas. Il me semble que vous décrivez des. Il me semble que, enfin, c'est bien là où je l'ai vu, où on décrit un peu l'intérieur, et c'est la maison où c'est alors ce qui est un désordre. Voilà. Alors ce qui est tout à fait étrange, c'est que si je peux le dire violemment, il fiche un bordel absolument indescriptible chez la danseuse, qui lui a offert généreusement son appartement, parce que là il paye pas de loyer. Attention, c'est un appartement en location. À Corseure, dans les 2 maisons où il habite. Là, les régisseurs que j'ai bien connus et la fille des régisseurs m'ont dit, mais c'était un bordel, c'était un capharnaüm. Non, mais je crois que vous citez, il y a 22 chats qui rentrent. Voilà, des chats demi-sauvages, mais ça doit sentir mauvais. Il y a Marc Leloup, il est horrifié. Il y a l'air du large de la Baltique qui compense. Qui rentre par le carreau cassé. Voilà. Dans un petit ouvrage où le Vinding, qui venait, un homme de l'aide danois qui venait les voir souvent, disait, oui, il y avait un désordre extraordinaire. C'est-à-dire que sur la table, il y avait des vieilles paires de chaussettes, des caleçons, du pain, de la nourriture pour les chats, etc. Mais ça ne sentait pas mauvais. C'est-à-dire que il y avait quand même un air de santé dans ce désordre tout à fait extraordinaire. Alors, pour moi, ce qui reste un mystère, c'est que j'ai bien connu, donc, la veuve du peintre, que je n'ai pas connu malheureusement, il est parti assez jeune, mais la veuve, elle m'a dit, nous savions que Céline et Lucette avaient laissé un bordel indescriptible dans l'appartement de Karen Mariensen, de la danseuse. Donc nous nous attendions au moment où nous allions retrouver notre studio atelier à la même chose. Et nous avons retrouvé un appartement impeccable. La seule chose qui nous a intrigués, c'était sur quelques marches qui menaient au grenier, parce que c'était au dernier étage, il y avait encore un grenier au-dessus. C'est un grand panier plein de fioles. Et apparemment, c'était des fioles qui avaient contenu soit des laxatifs, soit des médicaments pour soigner Lucette, qui avait à l'époque, comme on le sait maintenant, un ténia. Mais en dehors de ça, c'était impeccable. Et même Céline leur a écrit une lettre pour leur dire merci 1000 fois. Il avait payé 1 ou 2 loyers d'avance, parce que c'était aussi en location. Et surtout, il avait même changé des draps. Alors, c'est ce contraste, moi, qui m'intrigue. On mettra, par exemple, c'est notamment Almeras qui fait ça, il met l'accent sur le laisser-aller vestimentaire de Céline à Meudon. Oui. On revient au livre précédent de David. Céline à Meudon, donc, est un album iconographique pour la période ultime. Mais en fait, on constate que le laisser-aller vestimentaire de Céline, il se profile déjà au Danemark, et même avant, parce que sous l'occupation, il a une période dandy jusqu'au milieu des années 30, quand il est un grand séducteur, etc. Mais dès qu'il est avec Lucette en 36, et sous l'occupation notamment, il y a des gens, des collaborateurs qui lui reprochent de venir à des assemblées vêtus comme pas comme l'as de pique, n'exagérons rien, mais on lui reproche déjà un laisser-aller vestimentaire sous l'occupation. À Beson aussi, à Beson, il arrivait dans une tenue qui ne correspondait pas à celle du docteur. Exactement. Donc quand on parle du laisser, évidemment, il est poussé vraiment très loin à l'époque de Meudon, mais le mouvement était déjà amorcé bien avant. Est-ce que lui-même était, pardonnez-moi, physiquement cracra? Parce que moi, je sais pas, quand j'étais môme, j'avais des photos, j'ai fait un peu sale, ce monsieur. Est-ce que c'était seulement un laisser-aller vestimentaire ou il y avait tout le reste qu'elle avait avec Mais il y a plusieurs périodes dans la vie de Céline, mais il y a des témoignages, notamment celui d'Elisabeth Porquerolles qui vient de décéder, où elle parle d'un Céline lavé au baquet, qui avait l'élégance anglaise. Sa première femme raconte qu'il se parfumait au Guerlain, une écharpe blanche. Il a eu une période dandy. C'est très difficile à imaginer parce que lorsqu'on prononce le nom de Céline, on a l'image du clochard dépenaillé de Meudon, mais Céline n'a pas toujours été comme ça. D'ailleurs, en couverture du livre, ça c'est le livre sur Céline et Karl Epling, vous avez une photographie de Céline en 1938. Vous voyez que c'est sensiblement différent du clochard de Meudon, hein, ça n'a rien à voir. Alors il y a aussi, parce que là je l'ai oublié, mais parce que je m'en souviens, c'est le nom de son chien. Ah, Bessie. Voilà, qui va revenir à Meudon et qui mourra à Meudon. Qui mourra à Meudon et dont il décrit la mort d'une façon. Et donc vous expliquez que, en fait,
il l'a acheté, ce chien. Non, il ne l'a pas acheté. Excusez-moi, parce que j'avais vu, mais qu'il n'y a pas du tout eu l'histoire qu'il racontait, quoi. Voilà, non, là, c'est une histoire absolument invraisemblable, que c'était une chienne qui avait été laissée comme chiot par un soldat allemand, que les régisseurs du domaine avaient recueilli et qu'ils avaient littéralement affamé pour la rendre méchante, pour tuer les lapins sauvages Or, comme disait le fils donc d'Ernst Rasmussen, qui est un monsieur qui a la bonne soixantaine maintenant, et qui est un ami proche, il dit, j'ai bien connu cette chienne, mes grands-parents étaient allés l'acheter en Fionie, ma mère était là, dans un chenil réputé, c'était une bête avec qui je jouais, c'était une bête douce, attendrissante, et d'ailleurs les photos le prouvent. Parce que, comme me disait, j'en ai parlé... Qui n'avait jamais été affamé. Voilà, absolument pas. Et battu, même entretenu dans une cage pendant 8 jours, etc. Alors là, c'est de la pure invention. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que cette chienne s'est attachée à Céline. Et quand les régisseurs ont vu cela, ils lui ont offert la chienne. Ils lui ont dit, bon ben voilà, elle est à vous. Donc Céline l'a ramenée en France. Mais la description de la mort de Bessie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est d'une beauté, c'est bouleversant. Alors, en général, moi j'ai vu des gens pleurer en lisant ce passage. Quand Céline raconte la mort, en général, il est très fort. Clairement, la mort de Weber, la mort de sa grand-mère, la mort de la mère d'Abel Bonnard, la mort de l'ouverture de Mort à Crédit. La mort de la concierge. Dès qu'il décrit la mort, c'est toujours en général les plus beaux passages de Céline. C'est vrai que la mort de Bessie, c'est fabuleux. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, en ce qui concerne la propreté de Céline, on a ce témoignage donc irrécusable de Ole Winding, qui est mort en 1985, qui était donc un grand homme de lettres, mais qui venait régulièrement voir Céline. Et qui m'a dit, et qui a écrit aussi, que Céline était vêtue comme un clochard, mais il ne sentait pas, il était propre. Il était propre, il n'y avait aucune odeur de malpropreté dans la maison. Mais alors par contre, ce qui l'étonnait à chaque fois, c'est le désordre. Et alors là, on a un mot célèbre, n'est-ce pas, c'est celui de Marcel Aimé, qui, rendant visite à Céline à Corseures, dans cette maison, dit à Céline, mais dis-moi, tu ne dis pas à ta femme de faire un peu le ménage? Et Céline, furieuse, disait, et toi, tu dis à ta femme de faire le ménage? Voilà. On sait. Il paraît même qu'à Meudon, il interdisait à Lucette de faire le ménage. Il dit, je veux pas que tu fasses le ménage, j'ai l'impression de coucher avec la bonne. Ça, c'est un propos que rappelle François Gibault. Oui. Ce qu'on pourrait, enfin, Emmanuel, si tu es d'accord, on pourrait peut-être écouter quelques lettres de Céline, envoyées du Danemark, justement. Très bien. Donc, c'est resitue. Donc, ce sont des lettres que Céline adresse à son ami Albert Parraz. Et alors, ce sont deux comédiens c'est extrait d'une émission radiophonique, qui lisent à tour de rôle des lettres de Céline adressées donc toutes du Danemark à Albert Parraz. Il y en a pour 5 minutes, mais très bonnes 5 minutes. 17 mars 1948. Oh, tu sais, pour l'attitude, c'est bien difficile d'en prendre une définie, raisonnable, dans un cabanon d'épileptiques furieux. C'est le cas pour la France et le monde actuel. Furieux et foireux. Délirant, vicieux, canaille, sadique, c'est beaucoup. Oh, tais-toi. Il paraît que Staline apprécie beaucoup mes livres, qu'il se régale du voyage. Traduction Aragon. Quelle chance j'ai perdue en ne prenant point la suite à Barbus. Actuellement, Charbonnière viendrait me faire mes chaussures. Torres m'enverrait des bonbons. Ramadier sa fille. Question juif. Imagine qu'ils me sont devenus sympathiques depuis que j'ai vu les Ariens à l'œuvre. Fritz et Français. Quel larbin! Abrutis, éperdument serviles, ils en rajoutent. Et putain, et fourbe, quelle sale clique! Ah, j'ai été fait pour m'entendre avec les youtres. Eux seuls sont curieux, mystiques, messianiques à ma manière. Les autres sont trop dégénérés. Et voyeurs, les ordures. Voyeurs surtout. Les juifs, eux, ont payé comme moi. Les autres, mes frères ariens, ils se branlent sur les gradins du cirque. Je veux les voir tous dans l'arène et crever. Vive les juifs, mon Dieu! Certainement, j'irai avec plaisir à Tel Aviv avec les juifs. On se comprendrait. Dans ma prison, il y avait 500 gardiens, tous ariens. 500 millions d'ariens en Europe. On me fait crever pour antisémitisme, ils applaudissent. Où sont les traîtres, les ordures?
Tu voudrais que je pleure sur le sort de l'immonde bâtard de racaille sans orgueil et sans foi? Merci. Je pense des miens, ce qu'on a pensé au supplice, Vercingétorix et Jeanne d'Arc. De belles saloperies. Vive les youtres. Les Fritz n'ont jamais été pro-ariens, seulement antisémites, ce qui est absolument idiot. J'en voulais aux Juifs de nous lancer dans une guerre perdue d'avance. Je n'ai jamais désiré la mort du Juif ou des Juifs. Je voulais simplement qu'ils freinent leur hystérie et ne nous poussent pas à l'abattoir. L'hystérie est le vice du Juif, mais au moins il est une passion messianique, leur excuse. L'arien est une tirelire et une panse et une légion d'honneur. 7 mars 1949. Tu sais, j'écris comme un médium fait tourner les tables, avec horreur et dégoût. Je n'aime pas, je n'ai jamais aimé écrire. Je trouve d'abord la posture grotesque. Ce type accroupi comme sur un chiotte en train de se presser le ciboulot et d'en faire sortir ses chères pensées. Quelle vanité, quelle stupidité, ignoble. Je ne m'en accepte pas. J'ai écrit pour sortir d'embarras matériel. Rien que le mot « écrire » me fait vomir, ce prétentieux vocable. Il écrit, affaissé, immonde. Le malheur a voulu que la nature me refuse un ton expérimental, scientifique, et me donne ce tour hystérique émotif. Donc, c'est beaucoup dire. Poète encore comme Lamartine ou musicien comme Mozart. Mais jaboteur, confidentieux. Pouah. Shakespeare prétend que nous sommes faits de la même étoffe que nos rêves. Les miens n'étaient pas d'écrire des romans. Ah, foutre. Je le fais comme une bourrique qu'on fouette. Cela me fait mal à la tête, m'empêche de dormir, me fait bourdonner. Bref, c'est un sale supplice dégoûtant. Ma vocation était médicale. Mon idéal, c'est Semmelweis, ou même Axel Munthe. Mais Céline, foutre, quel pauvre fatigué raté. On ne m'en dira jamais autant de mal que j'en pense. On ne saura jamais le chagrin qu'il m'a fait. 27 mars 1949. Je suis contre le poteau à Brasillac et la tôle à Bardèche, bien sûr. Mais un chat est un chat. Mais si cela ne peut pas se dire qu'il est un chat, il l'est quand même. Et Bardèche, un con. Et Brasillac, idem. Ces gens-là n'ont pas le sens créateur. Moi, je suis de l'école Henri IV. Les gestes pour les gestes, mes cœurs. M'horripilent. Je les hais. Est-ce créateur? Ma seule question. Je suis le père sperme. Ces mecs-là, j'en foutre. Oh, oui, je connais Sandrard depuis 40 ans. Il n'arrivera jamais à faire tenir un livre debout. Il a de la mémoire, en effet, mais Capharnaüm. Ce qu'il faut, tu vois, c'est un caractère. Il n'y a pas de caractère chez Sandrard. Il joue sur l'épatement par le bric-à-brac. La midinette. Kiff de Cobra. Il faut tout de même, toute porte close, voir l'effroyable scrupule au boulot des classiques si crevés, fuir l'effet journalistique, l'impuissance déguisée en sorcière. Moi qui ai horreur de l'écriture, je peux en causer. Je m'y plie avec haine. Le caractère disparaît du monde. Il n'y a plus que des épateurs. Louis XIV, Henri IV, Saint-Louis, Napoléon, Voltaire, La Bruyère, Saint-Simon ont chacun un goût qui reste, une couleur absolue. Mais tous ces petits agités, la vête prétentieuse. Tout leur est possible, ils épongent tout, ils ne sont bons à rien. Eh ben, on voit que il avait un style et que ça demeure toujours explosif. Hein. Oui, alors tu ne crois je connaissais pas ce passage, enfin ces lettres, j'avoue, et je comprends pourquoi sans doute Maurice Bardèche n'a pas été très aimable avec Céline dans la biographie qu'il lui a consacrée. Évidemment. Hein. Il faut préciser que ces lettres ont été éditées dans les cahiers Céline chez Gallimard et actuellement et en préparation, il devrait y avoir un 5e volume dans la Pléiade avec une anthologie de la correspondance de Céline. Car Céline est à la façon de Voltaire ou d'autres. C'est un très grand épistolier. Ça fait aussi partie de son œuvre. Donc ça, c'était un choix de 3 lettres envoyées du Danemark. C'est 3 lettres adressées du Danemark D'accord. à son ami Albert Parra. On en a retrouvé à peu près combien?
Alors, je sais pas, parce qu'il en a certainement écrit beaucoup plus. Oui, il en a, dans celle qu'on a qui se retrouvée sont venant du perdus. Par Danemark. exemple, François indique dans son livre, enfin dans votre livre à tous deux, que malheureusement la correspondance à Marcel Aimé a été détruite Oui. parce que Marcel Aimé l'a déchiré. Marcel Aimé détruisait les lettres qu'il recevait, pas seulement de Céline, il ne gardait pas les lettres, et Céline aussi ne gardait pas les lettres qu'il recevait. Mais il écrivait beaucoup. Mais il écrivait énormément, et surtout pendant la période de l'exil, puisque c'était son seul moyen de communication, donc c'est la période la plus prolifique. Je crois que tu cites le nombre d'ailleurs. Oh oui, 4000, quelque chose comme 4000, ça. Oui, 4000 lettres. Ce qui est énorme. Oui, c'était Oui, ça rappelle Voltaire. Hein. Ah oui, je pense que le global de toutes les lettres doit voisiner 12 000, 15 000 lettres. Si on voit que extrapolons un peu, je pense que ça semble très raisonnable. On voit que ce ne sont pas des lettres de circonstance. Hein. Il y a toujours il y a un une contenu puissant. Aussi de Flaubert. Il a Flaubert, voilà. Alors, il faut quand même qu'on parle du livre de Marc-Claude Lou qui vient de Bruxelles. Donc, je rappelle que cet ouvrage excellent qui s'appelle Céline au Danemark 1945-1951, donc il vient de sortir aux éditions du Rocher. Tout à fait, la semaine dernière. Donc c'est de David Alliot et François Marchetti, et il y a une préface de Claude Duneton. Alors est-ce que vous avez des signatures prévues dans des librairies pour le moment? Pour l'instant, signature non. On va avoir pas mal d'articles de presse sont prévus dans le courant du mois de novembre. Bon, les signatures c'est toujours difficile avec les beaux livres, donc c'est pas facile. Ouais, ça. alors il faut dire que c'est un beau livre. Bon, il vaut 29 €, et c'est un petit cadeau idéal pour Noël, donc il faut pas hésiter. Et vraiment, j'insiste, les photos, et notamment les photos indiques, c'est vraiment très très bien imprimé et bien tiré. Hein. Il faut souligner aussi. Il y a de très belles choses. Je félicitais tout à l'heure François pour cela, parce que c'est lui qui est l'auteur du texte. C'est que c'est pas un livre qui s'adresse aux Céliniens pointus, hein. C'est vraiment un livre qui s'adresse à ceux qui s'intéressent au grand public. Et je trouve que comment dirais-je, la chronologie, l'itinéraire de Céline au Danemark est très bien restituée dans ce livre. Bon, alors, vous restez évidemment, vous pourrez intervenir. Mais donc Marc-Claude Lou va nous parler donc du livre qu'il publie aux éditions du Bulletin Célinien, donc qui s'appelle Louis-Ferdinand Céline et Karl Epting, et qui est de Frank Rutger Haussmann, j'espère que c'est ça, donc qui est professeur de littérature française italienne à l'université de Fribourg. Oui, et c'est un spécialiste notamment parce que il a publié des éditions commentées de Dant, de Villon, de Rabelais, mais c'est aussi un spécialiste de tout ce qui concerne les affaires culturelles durant la période nationale-socialiste, et notamment le problème avec les universités allemandes. Donc c'est un sujet qu'il connaît bien. Alors évidemment, en plus, il est allemand, donc tout ce qui concerne Karl Epting, il connaît à la fois très bien l'itinéraire de Karl Epting, il connaît bien les relations des Français avec les Allemands sous l'occupation, au point de vue culturel. Et voilà, donc Karl Epting, c'est un personnage assez important parce que l'ambassadeur Otto Abetz lui avait confié une grande partie de tout ce qui concernait les relations culturelles avec les Français. Et c'est lui qui, dès 1940, dirige à Paris l'Institut allemand. Donc il est en relation avec les éditeurs français, les écrivains, et il a une position assez importante. Hein. C'est lui, par exemple, on voit un moment oui, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le livre en fait comprend 3 parties. Il y a une préface du professeur Haussmann, il y a toute la correspondance que Céline a adressée à Epting sous l'occupation et après l'occupation. Et alors enfin la 3e partie, ce sont tous les écrits de Karl Epting sur Céline. Les écrits, ce qu'il a publié sous l'occupation, mais ce qu'il a aussi écrit après la guerre, parce qu'après la guerre, il a écrit pour une revue, un hebdomadaire allemand, et lorsque les livres de Céline paraissent, notamment D'un château l'autre, Nord, etc., il écrit des articles sur Céline, mais donc en allemand. C'est pour ça que ces livres ont été traduits, ces comptes rendus ont été traduits. Et alors j'ai repris aussi. Il a publié aussi un livre qui s'appelle Réflexion d'un vaincu. Alors voilà, Réflexion d'un vaincu, oui, parce que évidemment à la Libération il a eu quelques ennuis. Ouvrage introuvable. On le trouve parfois chez les bouquinistes, oui.
C'est-à-dire, il y a eu tirage quand même. C'est un livre assez rare, oui. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu du mal à en trouver un exemplaire. Et je reproduis, évidemment pas tout le livre, ça serait pas possible, mais je reproduis la préface de ce livre, qui est d'abord publié en allemand. Il y a une traduction qui paraît en France quelque temps après. Il a été emprisonné au Cherche-Midi, Karl Epting. Et Céline avait une relation assez privilégiée avec lui parce que d'abord, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, Epting avait une très grande admiration pour Céline, et en cela, il est très différent des autres Allemands, qui en général n'avaient pas une grande estime pour lui. On cite d'ailleurs dans le livre... Oui, parce que ça va lui valoir des attaques. Oui, parce qu'on trouve qu'il favorise trop Céline, et Céline est mal considérée d'abord en raison de son style. Les Allemands n'aiment pas du tout, c'est ce qu'ils appelaient, je crois, asphalt littérature, cette forme de littérature expressionniste. Les nationaux-socialistes n'aimaient pas ça du tout. C'était trop populaire, ça ne correspondait pas du tout à ce que, c'était pas assez digne pour eux. Oui, parce que je vois là, bon, c'est un passage. Français populaire ordurier, inacceptable, et doit être considéré comme une maladresse à cause de son absence totale de moralité. Oui. Donc mais alors en même temps, il y a Bernard Père qui est un rival d'Epting qui l'attaque, qui écrit d'ailleurs des rapports contre lui sur l'occupation et qui publie des articles, un livre, etc. Attaque Céline, mais lui reconnaît quand même, comment dirais-je, sur le plan idéologique, il trouve que c'est valable, mais il récuse le style, il récuse aussi Voyage au bout de la nuit pour son pacifisme. Donc il a une position quand même assez ambivalente vis-à-vis de Céline. Alors que Epting, évidemment, il est en symbiose idéologique avec Céline, concernant évidemment l'antisémitisme, la lutte contre le capitalisme de la City, enfin bon, il y a toutes sortes de plans où ils se rejoignent, mais il a aussi une grande admiration littéraire pour Céline. Et c'est en cela qu'il est très différent des autres Allemands. Et c'est assez amusant parce que sous l'occupation, par exemple, Jean Cocteau, qui tient un journal, se moque à un moment d'Epting et il dit mais Céline c'est sa danseuse, on se demande où ça va le mener, parce qu'il est très entiché de Céline. Il est ensorcelé par Céline. Il est ensorcelé par Céline, oui. Il a une très grande admiration. Et Junger dit pauvre docteur, c'est grave. Voilà. C'est comme un brave homme qui tombe amoureux d'une danseuse. Exact. On ne sait pas où ces choses-là. Oui, en fait, oui, exact. C'est Junger qui dit ça et Cocteau le rapporte dans son journal. Mais par ailleurs, Epting aussi était un personnage puissant parce que c'est lui qui pouvait délivrer du papier aux éditeurs. Donc Céline, évidemment, se rend compte qu'il a un certain ascendant sur Epting et fait appel à lui pour du papier, pour la réédition. Parce que souvent on a dit que les rééditions des pamphlets, ça s'est fait à son insu, que c'était de Noël qui insistait. Mais non, pas du tout. On voit bien, grâce aux lettres, que c'est Céline qui demande du papier pour que ses livres soient réédités sous l'occupation. Et par ailleurs, Epting va l'aider en 1944 pour qu'il ait le passeport. Il n'est pas le seul à l'aider. Il y a aussi Bickler, le fameux Bickler, Hermann Bickler. Mais donc Epting, le plus haut gradé français. Voilà, Epting est un de ceux qui n'ont pas cessé d'aider Céline. Chaque fois qu'il a pu lui rendre service, il l'a fait. Et il avait effectivement, on le voit parce que en 42, il publie une grande étude sur Céline qui est aussi une analyse littéraire de l'œuvre de Céline. Il n'y a pas seulement une convergence idéologique. Il reconnaît aussi la grandeur de l'écrivain. Mais il l'a découvert bien avant la guerre. Oui, en fait, c'est un des premiers. À l'époque, il découvre Voyage au bout de la nuit. En 32, dès 1932, sa femme et lui, enfin sa première femme. Donc là, il apprécie d'abord le style parce qu'il n'y a pas de. Le livre, effectivement, est plutôt pacifiste. Il n'y a pas de grande monnaie idéologique, bon, même si cela étant, certains y ont trouvé des petits bouts. Oui, mais cela étant, les fameux pamphlets sont à la fois antisémites et pacifistes. Bagatelle pour un massacre est aussi un grand livre pacifiste. Donc ça c'est. Mais non, c'est-à-dire que effectivement, on voit qu'Epting a une grande admiration littéraire pour Céline. Dès 1932, il est absolument emballé par la nouveauté de Voyage au bout de la nuit. Évidemment, Bagatelle pour un massacre, il considère aussi que c'est un grand livre. Et il rencontre Céline, ça c'est très important, il rencontre Céline en 1937 à Paris, parce qu'à un moment, il vit à Montmartre, où Céline il habite rue Le Pic à ce moment-là. Il rencontre Céline, donc bien avant la guerre. Et évidemment, sous l'occupation, forcément, puisque là, ils seront dans la même ville de manière constante, ils vont se rencontrer à plusieurs reprises.
Et après la guerre, Epting rendra visite à Céline à Meudon. Et voilà, c'est une admiration constante. Oui, il reste en relation après-guerre. Hein. Il reste en relation et Epting intervient même auprès une personne qui était son assistant à l'Institut allemand pour qu'il traduise. Werner Böckenkamp va traduire Céline en allemand. Tout ça sous l'instigation de Karl Epting. Donc en fait, les effets de cette admiration pour Céline se prolongent même au-delà de la défaite. Est-ce que Karl Epting apparaît dans ses romans? Bonne question. Il n'apparaît pas. Céline ne veut pas apparemment le compromettre, mais dans les versions intermédiaires, vous savez que dans la trilogie, telle qu'elle est parue dans la Pléiade, on a des fragments, des versions antérieures, etc. Et là, il y a un passage qui est cité dans le bouquin où Epting est nommé. Mais quand le livre paraît, dans la version finale, celle qui paraît, Céline gomme le nom d'Epting, à mon avis, pour ne pas le compromettre. Parce un peu comme je crois l'infirmier qui l'avait accompagné en Allemagne. Oui, Chamois, Germinal Chamois, il n'en parle pas du tout, il n'apparaît pas du tout. Non, mais je veux dire sans doute pour pas lui poser de problème. Sans doute, et puis peut-être aussi parce qu'il veut, comment dirais-je, donner l'impression au lecteur que il était seul avec Lucette et Bébert et qu'il n'a bénéficié d'aucune aide, alors qu'en réalité, Germinal Chamois, elle a aidé jusqu'à la frontière, donc. Oui, ça, il est clair que Céline ne parle pas dans la trilogie de tous les personnages qu'il a rencontrés, mais Karl Epting est quelqu'un qui a compté pour lui. Il n'y a pas énormément de lettres, il y a des lettres qui ont disparu, mais bon, les lettres qui sont arrivées à l'Institut allemand, parce que Céline lui écrivait à l'Institut allemand, forcément ces lettres étaient archivées. D'ailleurs, je reproduis en facsimilé une de ces lettres. Il y a le fameux tampon. Les Allemands sont des gens très méthodiques, et donc toute cette correspondance a été sauvegardée heureusement. Et alors, est-ce que c'est une correspondance riche? Parce que tout à l'heure, là, on a eu 3 ou 4 extraits de lettres où c'est très violent. Il y a des fulgurances, mais c'est quand même très. Il y a du contenu, quoi. Oui. Elles sont d'un intérêt inégal. C'est-à-dire, il y a des lettres où il demande des services, notamment l'histoire du papier dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a quelques lettres qui sont intéressantes, notamment une où il parle de Racine. Il soupçonnait Racine d'avoir des origines sémites. Et alors, il y a une lettre assez amusante où je peux la lire, il s'adresse à Epting et il dit « Depuis bien longtemps, je m'intéresse et pour cause aux antécédents de Racine, en telle faveur suspecte à mon sens chez les Juifs, dont le théâtre n'est qu'une fougueuse apologie de la juiverie. » Là, nous sommes en pleine occupation. On joue rarement du Corneille au français. Le français, donc c'est la comédie française, et presque tous les jours de Racine. Comme cela est suspect. Or, je retrouve quelques phrases précieuses dans un livre d'Elifort au sujet de Racine. Alors, il cite « issu d'une ascendance champenoise et d'une ascendance allemande ». Mais dans François Mauriac, parce que François Mauriac avait écrit une biographie de Racine qui s'appelle La vie de Racine, de la part de Mauriac, cette espèce d'aveu, il cite Mauriac, la mère de Racine, Jeanne Sconin, les Sconins violents, brutaux, de race franque et peut-être scandinave. Alors Céline commente, ce Sconin scandinave me laisse tout à fait rêveur. Connaissez-vous en Allemagne ou ici un spécialiste de la question qui puisse me dire ce que signifie Sconin? Est-ce juif, germain, vraiment scandinave? La question est posée, etc. Donc on retrouve quand même ces obsessions céliniennes, c'est-à-dire qu'à certains moments, et ça je l'ai dit lors de l'émission précédente, ça tourne à l'obsession. L'exemple que je donnais, c'est l'exemple de Proust lors de la précédente émission. Il y a un regain pour Proust sous l'occupation. Et tout ce que Céline trouve à dire à ce moment-là, oui, mais si Proust était encore vivant, je suis sûr que la défaite de Stalingrad, ça lui ferait plaisir, etc. Alors qu'en réalité, la question n'est pas de savoir si Proust serait content ou non de la défaite de Stalingrad. C'est un grand écrivain. Mais là, on voit toute l'ambivalence de Céline, qui reconnaîtra par ailleurs plus tard du génie à Proust, mais de manière détournée. Mais il cite aussi pour Stendhal, il y a des phrases du même genre, c'est-à-dire que chez Céline, il y a quand même un côté obsessionnel qui apparaît aussi dans ces lettres-là, ça c'est évident. Et donc, tu disais tout à l'heure que
Epting avait été emprisonné à la prison du Cherche-Midi. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé finalement? Il a été condamné? Oui, il a été condamné, il a été emprisonné, comme Otto Abetz et comme d'autres, mais finalement, ça s'est réglé assez vite. Il n'a pas fait énormément de prison. En réalité, il n'y avait pas grand-chose à lui reprocher. Par ailleurs, Epting n'était pas un national-socialiste convaincu, c'était plutôt un chrétien conservateur. La preuve, c'est que après-guerre, non, mais et même avant-guerre, en fait, il n'entre au parti. C'est comme Abetz, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, c'est Ribbentrop qui exige qu'il fasse partie du parti, qu'il soit membre du parti. Mais il faut attendre 1940 pour que Epting soit adhérent. Dans le bouquin, on cite le numéro de sa carte d'adhésion. Il devient membre du parti en 1940 seulement. Alors que le père, Bernard Père, qui est son rival et qui n'aime pas du tout Céline, lui, il est membre du parti nazi dès 1932. Donc Epting n'est pas vraiment, il a plutôt une inclination libérale. Il est plutôt un peu comme Gerhard Heller. Ce ne sont pas des gens vraiment fanatiques, on ne peut pas dire ça. Ils sont très francophiles. Ils sont très francophiles et ils sont assez, d'ailleurs, sous l'occupation. Il y a des écrivains qui étaient notoirement des adversaires du régime national-socialiste qui sont publiés. Donc on ne peut pas dire que c'est à l'Institut allemand, ni même à l'ambassade d'Allemagne qu'on trouve les nationaux-socialistes les plus intransigeants. Après qu'ils soient acquittés, en fait, il retrouve du travail en Allemagne, il va devenir professeur, exactement. Université, sans problème. Évidemment, il ne retrouve pas la situation prestigieuse qu'il avait sous l'occupation, mais il mène une vie, somme toute, plaisante. Et surtout, il continue à écrire. Il reste un critique. Il devient en quelque sorte un critique littéraire. Il collabore d'ailleurs à une revue qui s'appelle Le Chrétien et le Monde. Donc ça correspond assez bien à ce que je disais tout à l'heure. Son orientation, c'était plutôt un conservateur chrétien de droite. C'est quand même les reclassements, il faut dire quand même d'abord, puisque le patron le Chrétien dans le Monde, c'est l'ancien rédacteur en chef directeur de Signal. Exact. Donc ce sont... Oui, mais lui personnellement... Les gens qui étaient assez engagés. Fait leur travail. Bien entendu. Mais comme il était francophile, il est évident qu'il est englobé dès la défaite française en 40. Il est englobé, de même que Gerhard Heller, de même que tous ces gens-là, que Bremer, Karl-Heinz Bremer, ces gens-là sont tout de suite, vu leur connaissance francophone, etc. Ils sont englobés dans ces cellules qui s'attachent à faire connaître la culture allemande aux Français sous l'occupation. Il y a une volonté quand même je vais pas dire d'hégémonie, mais on voit très bien d'ailleurs je publie aussi un texte qui est une préface au cahier au cahier franco-allemand, parce que c'est intéressant. Dans le livre, en fait, il y a à la fois les textes de Epting sur Céline, mais je publie aussi deux textes qui n'ont rien à voir avec Céline, mais on voit tout de même ce que pensait Karl Epting sous l'occupation. Il était engagé quand même forcément. Il n'aurait pas pu occuper un poste pareil sans faire acte d'allégeance au régime national-socialiste. Là, on a fait d'ailleurs une chose assez étrange. On a voulu esquisser des parallèles entre les hauts fonctionnaires allemands en France et au Danemark. Alors au Danemark, il y avait le plénipotentiaire qui était Werner Best. Et Werner Best était, lui, un nazi convaincu, c'était un juriste. Et il a été condamné à mort à la libération du Danemark, mais en fait n'a fait que très peu de prison et a été extradé. Et celui qui avait été donc Premier ministre au Danemark, Scavenius, allait lui rendre visite en prison. Scavenius avait été un petit peu le symbole de la politique d'accommodement. Mais alors ce qui est intéressant de voir, c'est que d'une façon très opportuniste, Werner Pest a su que l'Allemagne était vaincue et il a donc autorisé en quelque sorte l'évasion des Juifs. Oui, parce que c'est ça. Il a été mis au courant et il a bénéficié d'un certain nombre de gestes qu'il avait fait. Voilà, exactement. Il était général SS. Non, il n'était pas général, pas vraiment. Il était plénipotentiaire. C'est Werner Marx. Voilà. Il y avait par contre un général en chef. C'est un homme important. Effectivement, Absolument. Et alors, pendant les 3 ou 4 jours qu'ont duré ces évasions, il n'y a eu aucune patrouille
allemande dans le Sund, c'est-à-dire le détroit qui sépare le Danemark de la Suède. Donc ils ont pu passer sans être inquiétés. Mais c'est vrai, on voit très bien sous l'occupation, il y a parce qu'on dit les Allemands, mais on a des personnages quand même très différents les uns des autres. Hein. Un Karl Lepting n'a rien à voir avec, par exemple, avec Bickler, qui était un national-socialiste convaincu, ou même, Werner Best. Ça n'a rien à voir. Hein, non, absolument pas. Alors, je vous remercie d'être venu. Alors, on va rappeler, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, donc les 2 livres présentés ce soir. Donc, il y a Céline au Danemark, 1945-1951, de David Alliot et François Marchetti, avec une préface de Claude Duneton, qui sort aux éditions du Rocher. Et je le répète, c'est un très joli livre, très bien imprimé, avec, c'est sur beau papier, et il y a de très nombreuses photos, souvent assez intime, hein, donc c'est très agréable. Donc c'est un livre que vous trouvez sans problème chez votre libraire. Et Marc-Claude Loup, qui est le directeur du bulletin célinien, édite un ouvrage de Frank Rutger-Haussmann, Louis-Ferdinand Céline et Karl Lepting. Donc ça sort aux éditions du bulletin célinien. Donc je vais donner l'adresse parce que ce n'est pas en France. Donc le bulletin célinien, boîte postale 70, B1000, Bruxelles 22, Belgique. Alors je répète, bulletin célinien, BP 70, B1000, Bruxelles 22. Alors, vous pouvez nous dire que, l'ouvrage vous coûte 30 €. Est-ce que vous pouvez nous dire que... Alors, il coûte 35 € avec le port, mais je signale, puisque nous sommes à Paris, que le livre est disponible à la librairie Facta, que vous connaissez bien, je pense. Voilà, donc à partir de demain, parce que Marc-Claude Loup a eu la gentillesse d'en apporter, on pourra trouver donc le livre sur Louis-Ferdinand Céline et Karl Lepting à Librairie Facta, donc qui est 4 rue de Clichy, Paris 9e, et qui est ouverte du mardi au samedi de 12h, de midi à 20h. Et alors, tant qu'on est à parler de livres, peut-être que David Alliot pourrait parler du coffret d'Henri Godard. J'allais y venir pour rappeler que Céline est un auteur de plus en plus étudié depuis une vingtaine d'années, et que de plus en plus, donc cette année, c'est presque une année record pour les publications de Céline. Et que donc il y a effectivement Henri Godard qui a sorti un coffret très important avec des facsimilés cahiers de prison. Il y a Henri Godard est le maître d'œuvre de l'édition de Céline dans la Pléiade. Oui. Vous avez aussi Denisa Bersol, la Société d'études célinienne, qui a édité une Goétie de Céline. Un livre très savant. Tout à fait, sur l'ésotérisme dans l'œuvre de Céline, donc à voir. Et donc vous avez aussi une biographie de Céline apparaître en folio, en poche, donc dans les semaines qui suivent. Et normalement, a priori, les éditions du Léraud sortent à la fin de l'année un remarquable ouvrage de Gaël Richard, c'est sur la correspondance entre les personnages inventés par Céline et la réalité, et leur double dans la réalité. Donc ce sera un dictionnaire des personnages céliniens, donc ce serait quelque chose de très intéressant. Et le hors-série du magazine Lire retourne en kiosque là au début novembre. Donc pour ceux... J'espère que j'y découvrirai qui est le docteur Ratier, qu'on voit dans le petit ouvrage que Céline avait fait pour la femme de Noël. Voilà, il y a un docteur Ratier dedans, je sais pas. Il faut signaler aussi que le numéro de Lire ressort, mais avec un CD. Avec un CD, avec les interviews de Céline. Alors je vous remercie d'être venu, et je vais me faire une petite publicité, parce que j'ai pas eu le temps d'en parler dans la première partie. Donc les auditeurs, je leur ai parlé du bulletin que j'édite, qui sort tous les 15 jours d'information, qui s'appelle Faits et documents. Donc j'enverrai un numéro à ceux qui le désirent. Il suffit de m'écrire à Faits et documents, boîte postale 254, 75 424, Paris CEDEX 09, ou de taper Faits et documents dans un moteur de recherche, et vous n'aurez aucun problème pour le trouver. Donc le numéro qui est sorti, qui est toujours en vente actuellement, notamment à la librairie Facta, est consacré à la réserve fédérale américaine, et il y a un grand portrait du nouveau président du Sénat, Gérard Larcher. Et je vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines. Merci. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la résistance française dirigé par Emmanuel Ratier, diffusé en direct mercredi 22 octobre 2008 de 18h à 21h, en différé jeudi 23 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de